Salut tout le monde, bienvenue à Coup Critique, épisode 14. Vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. Puis aujourd'hui, c'est spécial parce qu'on a un nouveau collaborateur, Monsieur Oui. Pierre-Philippe Renaud. Monsieur Hey, Pierre-Philippe. allô. Bonjour, Allô, allô. bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien, toi, Ça Francis? va Comment ça va? super bien parce que tu es là et qu'on Merci. va avoir un super bel épisode. Je suis sûr Ah, que oui. Je suis ouais, vraiment content d'être là. C'est vraiment gentil de m'accueillir à Coup Critique. Écoute, c'est ça. Je te lève mon verre. fait plaisir. En fait, Giovanni est encore là dans Coup Critique, inquiétez-vous pas. Il y avait juste beaucoup de choses à régler de son côté, déménagement, plein d'affaires. Mais il va être de retour parmi nous bientôt. Puis là, ce qui est amusant, c'est que je vais vous raconter une belle histoire, c'est que l'épisode, en fait, le gros sujet qu'on va parler aujourd'hui, on l'a déjà enregistré le 20 juin 2020. Petit problème d'horaire, on essaie de recéduler, de réenregistrer. Je voulais vraiment le refaire avec Giovanni. Malheureusement, il n'était pas assez disponible. Puis moi aussi. Puis là, Pierre-Philippe est là. Puis il dit, je suis prêt à embarquer. Puis j'ai fait, bon, ben faisons cet épisode-là pour commencer. Puis te présenter, dans le fond, à l'univers Coup Critique à tous nos abonnés. Pierre-Philippe, petite mise en contexte, on s'est rencontrés dans le fameux Epic d'Etu Game. Je ne sais pas si tu es familier avec Etu Game ce temps-ci, toi. Moi, ça? Ouais. Non, De temps en temps, là, quelques parties ici et là. on s'en est fait parler beaucoup de ce Epic-là. Je pense que ça a été un événement que beaucoup de gens ont aimé, dont les DM dans lesquels on a participé. Puis on a vite discuté ensemble de Coup Critique, de ce que toi tu faisais, de tes intérêts. Puis je trouvais vraiment que les gens qui écoutent notre podcast auraient intérêt à entendre un peu parler de toi, de tout ce que tu connais sur le jeu de rôle, de ta passion. Puis on fera un lien vers un autre truc qui parle de passion un peu plus tard. Mais dans le fond, Pierre-Philippe, toi, peux-tu nous parler un peu de ton parcours, dans le fond, de quand est-ce que le jeu de rôle est entré un peu dans ta vie? Puis Eh mon Dieu. OK. Dans le dis-moi fond, tout. faut reculer dans le temps. Faut reculer comme dans les années 70. Oh. Non, c'est pas vrai, faut pas reculer loin de là. Je m'imaginais comme une espèce de feed-out un peu cool. Mais non, c'est pour de vrai, faut reculer comme genre, hey mon Dieu Seigneur, je devais peut-être avoir. Ben non, c'est cool, c'était cool. C'est vraiment cool parce que la première fois que j'ai vu du jeu de rôle de ma vie, la première fois que j'ai été comme en contact avec du jeu de rôle, c'était Advance, Donjon Dragon, dans le fond, la deuxième édition. OK. Je devais peut-être avoir. Et mon Dieu, je devais peut-être avoir comme 10 ans environ. Là, ça fait à peu près. Là, j'ai 30 ans. Ouais. Je devais avoir à peu près 10 ans, comme en fin 90, début 2000. Et mon frère avait été invité dans une partie comme ça. Puis j'avais été comme seulement spectateur parce que je me demandais c'était quoi. Je ne savais pas du tout c'était quoi. Et là, il avait joué à un jeu de rôle. Puis là, j'étais comme genre, mais vraiment, son dos bien bizarre, là, comme être autour d'une table, puis juste se jaser, puis balancer des dés de temps en temps. Là. J'étais juste comme vraiment comme, c'est tellement bizarre. Et ultimement, lorsque je suis rentré au secondaire, le même gars qui avait fait jouer mon frère, il m'a comme invité dans une game qui était DMé par un prof à ce moment-là de l'école secondaire. Okay. Il y a un prof de l'école secondaire qui DMé une partie de Advance D&D, justement. Et je passe mon cheveu par là. Et voilà. Et il m'avait invité. Puis j'avais jamais joué à ça encore. Puis j'étais comme le plus jeune de la gang. J'étais comme le petit nouveau qui avait jamais joué à aucun jeu de rôle. Puis tout le monde avait déjà joué à des jeux. Puis on jouait durant l'heure du midi. Puis je vais toujours m'en rappeler. Là, mon personnage, j'étais un rôdeur. Là. C'était du gros Advanced D&D. Puis là, ça a commencé de même. J'ai joué un petit peu comme ça. Puis là, j'avais pas, je trouvais ça le fun de jouer comme joueur, mais déjà dès le début, là, dès la première fois que j'ai joué comme joueur, j'ai comme eu une espèce de piqûre de vouloir un peu raconter comme mes propres histoires, parce que je venais comme d'écouter, exemple, au cinéma, Le Seigneur des Anneaux, puis des affaires de même. Puis j'étais vraiment comme en espèce de big, de genre, hey, moi aussi, je veux raconter mes trucs, mes shit. Puis là, j'étais genre, qu'est-ce que je peux faire? Mais j'avais comme fuck all les livres, c'était tout en anglais. J'étais vraiment pas bon en anglais dans ce temps-là. Fait que là, j'ai comme moi-même, on va dire, j'étais avec des amis, puis nous, on a comme écrit des chiffres sur un bout de papier, puis on commençait à lancer des D6, puis de temps en temps, ça marchait, de temps en temps, ça marchait pas. Puis, ça commence de même? Ça commence de même, c'est ça. Ça commence de même. Je me rappelle, en plus, là, je me rappelle la première fois que j'ai vraiment comme démé, là, on était dans la chambre d'un de mes amis, puis on était trois, c'est moi qui démais, puis les deux autres, ils jouaient comme genre des nains en dessous de la terre, puis là, on se lançait des D6.
Puis ça a commencé de même. Puis de fil en aiguille, à un moment donné, pouf, la 3e édition est sortie. OK, là, j'ai un de nos amis qui était meilleur que moi en anglais, qui s'achète le livre de base, le manuel du joueur. Puis là, ça commence comme ça. Puis tranquillement, pas vite, on commence à jouer plus avec des règles officielles. Puis le temps a passé. Puis je t'avouerais que c'est intéressant parce qu'il y a vraiment eu on va dire une grosse coupure en termes de jeu. Vraiment, comme moi en tant que DM, j'ai eu un moment dans ma vie où est-ce qu'il y a eu une coupure, où est-ce que j'ai pas joué du tout. Okay. Mais pas, par exemple, pas par désintérêt, plutôt vraiment par... c'est bizarre ce que je vais dire, mais tu sais, vraiment plus par gêne, en quelque sorte. Dans le sens que, tu sais, au secondaire, je jouais à des jeux de rôle, mais j'étais comme un peu caché, puis c'était genre comme des jeux de rôle. Ouais. Puis le monde était genre comme mais qu'est-ce que c'est, ces jeux de rôle? Puis là, après ça, au cégep, genre, je jouais tout simplement pas parce qu'il y avait personne autour de moi. Je venais d'aménager dans la ville de Québec. J'avais pas d'amis qui jouaient autour de moi vraiment. Les gars avec qui je jouais au secondaire, il y avait comme d'autres occupations cégepiennes, genre fumer des battes puis rencontrer des filles. Tu sais, ils étaient comme vraiment dans un autre mode de pensée. Et puis là, Mané, je me rappelle, c'est ça l'affaire, je me rappelle, là, on dirait que c'est comme un flashback, là, comme si j'avais fait la guerre du Vietnam. Là. Puis, on était dans les tranchées, ouais, on roulait des dés. C'est quasiment ça. Mais je me rappelle parce que j'étais allé à l'imaginaire, puis là, je checkais les jeux, puis là, j'étais comme, qu'est-ce que j'ai le goût de jouer? Puis là, Mané, je vois comme un jeu popper, puis là, le cover était particulier, c'était comme bizarre c'était juste comme une espèce de symbole, puis là, il y avait comme une écriture, puis là, j'étais comme, OK, puis là, je pogne ça, puis c'était de l'horreur, puis bref, c'était la 6e édition de l'Appel de Cthulhu. OK. Puis ça, j'ai fait genre, OK, c'est pas Donjon Dragon, c'est autre chose. Puis là, j'ai comme découvert qu'il y avait comme vraiment autre chose que Donjon Dragon en termes de jeu de rôle. Et je me suis acheté le livre de base, l'Appel de Cthulhu. Puis dans ce temps-là, t'as juste besoin du livre de base pour jouer. Il n'y avait pas comme de livre de DM ou peu importe. Non, puis ça, je l'ai comme abusé. Là. Rendu là, j'ai joué à l'Appel de Cthulhu vraiment, vraiment beaucoup. Puis uniquement à ça pendant plusieurs années. C'est vraiment plus à l'université que là, il y a eu un espèce de boom. Là. C'était comme rendu cool, je vois des jeux de rôle. Puis je pouvais comme jouer sans me cacher. Puis là, il y a eu l'espèce d'aspect où est-ce que j'ai commencé à être intéressé comme à d'autres systèmes, à d'autres styles de jeu, des trucs plus narratifs, des trucs plus partagés entre d'autres joueurs. Puis là, c'est comme vraiment devenu comme vraiment une méchante dépendance. Là. C'est comme de la cocaïne. La monnaie, quand tu tombes là-dedans, tu peux juste plus arrêter. Et ultimement, quand j'ai terminé l'université, quand tu finis les études, tu te rends compte que tu te ramasses avec beaucoup de temps libre. Puis là, j'étais comme rendu à faire bon, mais il faut que je comble ce temps libre-là. Fait que là, j'étais vraiment comme. J'ai vraiment dévoré tout ce qui me tombait sous la main en termes de jeux de rôle, là. Des affaires très louches aux trucs vraiment plus connus. Puis je suis présentement sur cette lancée-là encore. Je terminé l'université depuis quelques années, puis je m'avance là-dedans à la découverte de ce qui peut se présenter à moi au tournant du chemin. Ben, d'ailleurs, comme DM, je fais une passe là-dessus. Oui. Récemment, tu collabores avec la gang des Two Games comme DM pour le système, en fait, sur l'univers de jeu venant du jeu de société Root. Oui. Où tu amènes trois habitués des Two Games, dont Pierre-Louis, qui est d'habitude le DM comme joueur. Tu les amènes dans des aventures dans la peau de certains animaux au cœur d'une forêt, dans un univers très campé dans un peu de guerre politique, puis de clans, puis de trucs là-dedans. C'est très Game of Thrones avec des animaux de la forêt. Là. C'est Game of Thrones avec des renards puis des corbeaux. C'est ça, c'est exactement ça. Puis c'est malade pour de vrai. C'est vraiment malade. J'aime vraiment, vraiment beaucoup ce jeu-là parce que ça faisait longtemps que je cherchais un jeu qui me donnait le feeling, justement, Game of Thrones. C'est-à-dire un peu plus réaliste, moins de magie, moins de monstres à tous les coins de rue, des choses comme ça. Sans pour autant que ça soit Game of Thrones, parce que je ne sais pas si tu as essayé le jeu de rôle de Game of Thrones, mais c'est bon, sauf que c'est pas le truc le plus accessible sur Terre. Ouais, OK. Pour vrai. Ça, je te comme la série, comme les livres. un peu comme les livres. À l'image des livres. À l'image des livres. Tu sais, juste pour te dire rapidement, là, le jeu de rôle de Game of Thrones, pour de vrai, c'est un super jeu. Moi, personnellement, je le trouve vraiment génial. Je trouve que c'est un beau jeu. Je le trouve complet, c'est bien fait, c'est bien expliqué, sauf que c'est 3 systèmes en un. Tu as un système de combat normal qui est quand même assez, on va dire, plutôt crunchy, tu sais, puis assez dangereux. Il y a un système de combat verbal, des jeux de verbal,
qui ne fonctionne pas de la même manière que le système de combat. Et en plus, il y a un système de combat de masse qui n'est pas du tout la même chose que le combat verbal, ni le combat, dans le fond, physique, qui fonctionne comme ça serait un jeu de miniature, vraiment, avec des combats. Quand tu veux te déplacer avec des armées pour attaquer, exemple, un autre royaume, des choses comme ça. OK. Puis en plus, tu as la gestion de maison qui embarque. Bref, c'est vraiment pas... Je trouve pas que c'est le jeu le plus abordable, vraiment, mais c'est un super jeu. Si vous avez l'occasion d'essayer ça au moins une fois en tant que joueur, c'est une super belle expérience. En tant que DM, je trouvais ça vraiment casse-couille, mais en tant que joueur, il semblait que c'était bien plaisant. Mais j'ai beaucoup apprécié mon expérience quand même. Mais Root m'apporte un peu ça en termes de conspiration, jeu de couloir, puis couteau dans le dos, sans avoir toute cette lourdeur de système-là en soi. Puis il y a l'univers qui est juste assez fantastique. Oui. On dirait un mix, justement, en Game of Thrones, puis les Fables de la Forêt verte. Oui. C'était le même référent. Oui. Oui, ça me faisait penser à ça. Ben, beaucoup de gens me disaient, je ne sais pas si tu avais écouté ça dans le temps, ça s'appelait Red Wall, avec une petite souris qui arrivait comme dans un monastère, puis c'est une histoire justement de chevalier, puis de combat. Ça me dit de quoi, là? Mais... Puis ça passait, du back in the day, ça passait à la Télétoon, là, vraiment, il y a vraiment de nombreuses années de cela. Il me semble, c'était Télétoon, ça se peut que non. Mais tout ça pour dire que souvent les gens me faisaient référence à ça. C'est des romans aussi à la base. Fait que, OK. Mais fait que, dans le fond, les gens peuvent voir les parties qui sont... au moment où on enregistre l'épisode, vous êtes rendu, je pense, au 4e épisode, je pense, au 3e, 4e. Oui, 3e, je pense. Ouais. Sorti, ouais. Puis, dans le fond, il y en a d'autres qui s'en viennent parce que l'histoire n'est pas finie. On ne dira pas combien, mais il y en a d'autres. Vous pouvez aller sur la chaîne YouTube des Games, allez écouter ça. C'est vraiment cool. Tu as aussi un podcast qui vient de commencer. Tu as ton propre podcast qui parle justement des passions en général, où tu interviews des gens et tu leur demandes de parler de leur passion puis pour que toi, tu embarques dedans. Il y en a certaines que tu connais, mais d'autres que tu t'explores parce que tu les connais moins. Fait que ça s'appelle Passion sous vocation. D'où c'est venu l'idée du projet? Écoute, j'ai pas le goût d'en parler. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est gros malaise qui embarque au podcast. Non, pour de vrai, tu sais, dans le fond, moi, j'ai... C'est sur la web, mais tu sais, je veux pas en parler. Je veux pas l'écouter. Je veux pas en parler. Non, j'ai une formation en tant que... Dans le fond, moi, j'ai une formation en orientation. Je travaille avec une clientèle qui est quand même assez difficile, puis j'ai beaucoup de formation justement sur... on va dire vraiment le retour sur le marché de l'emploi, puis le travail, puis tout ça. Puis, à mesure que le temps passe, à mesure que je me rendais compte que beaucoup de mes amis, beaucoup de mon entourage et également beaucoup de ma clientèle, le travail devient... puis c'est pas nécessairement péjoratif, dans le sens que pour certaines personnes, ça va l'être, pour d'autres, non, mais c'est pas grave. Là, c'est dans le sens que le travail n'est pas la passion, c'est vraiment plutôt, on va dire, le moteur qui permet de pouvoir vivre de ses passions à l'extérieur du travail. Okay. Et je trouvais ça intéressant de voir ça, en fait, de voir ça chez les gens. J'aime ça, voir, moi, ce qui me fait triper, justement, en dehors de tout, on va dire, justement, l'aspect ludique, là. Ce qui me fait triper, c'est vraiment voir à quel point les gens peuvent être experts ou avoir une gigantesque expertise, justement, dans des sujets absolument en dehors de leur contexte de travail. Puis c'est ça qui me fait vraiment triper. Puis ça, je peux te raconter aussi, dans le sens que ça a commencé... Pour vrai, là, c'est même pas une blague ce que je dis là. Ça a commencé genre en 2011 à peu près. C'est la première fois que ça m'a comme flashé dans la tête. C'est dans le temps que je travaillais dans une librairie. Puis une de mes collègues de travail, tu sais, comment je pourrais dire ça? Elle était fine, elle était gentille, puis elle avait comme certains intérêts, puis tout ça. Mais tu sais, rien de super prononcé, puis on ne connectait pas beaucoup. Sauf que elle connaissait absolument tout sur le Titanic. Genre, le Titanic, c'était comme son sujet à elle, puis elle pouvait me nommer, genre... C'était le genre de personnes qui interrompaient une conversation et disaient « Savais-tu que sur le Titanic, il y avait 750 personnes qui portaient une robe rouge? » Ah oui! C'est exactement ça. Puis tu sais, genre, telle pièce, à tel endroit, puis tatati, puis tatata, puis collectionner des trucs de Titanic. Puis bref, ça pour dire, à ce moment-là, j'ai en fait comme « Oh shit, OK, il y a vraiment du monde qui sont vraiment comme pointus dans cet aspect-là, même si le reste, c'est absolument autre chose. Là, ils ont un travail, puis ça, mais ça, ils ont vraiment comme... Ils ont un get de shit together là-dessus. Puis j'ai vraiment fait comme... C'était vraiment intéressant, ça me fait vraiment triper.
Fait que puis c'est pendant le confinement que j'ai fait, pendant le début du confinement, je me tournais les pouces, puis je savais pas trop quoi faire. Puis j'ai dit, je vais essayer ça. Ça fait longtemps que ça me trottait dans la tête, l'idée d'un podcast. J'en ai fait un peu à l'université pour une émission qui s'appelait À l'Est de vos empires sur CIS 94.3. OK. Une émission qui existe encore à l'Université Laval, qui parle d'art en général, l'art culturel. Puis moi, j'étais très tourné justement sur le cinéma, des choses comme ça. Et puis, tu sais, à partir de là, j'en ai fait ça un petit peu, puis là, j'ai arrêté. Puis là, j'étais comme, ça me tentait de recommencer, mais j'avais vraiment le goût de le faire à partir de chez nous, au lieu de toujours me déplacer dans un local, des choses comme ça. Fait que je me suis grillé pendant la pandémie, puis j'ai commencé ça. Puis, Vive le web! Comment? Vive le web! Vive le web, c'est exactement ça. J'ai découvert comment fonctionnaient différents programmes, puis tout ça. Puis j'utilise différentes applications que je connaissais absolument pas, que j'ai appris sur le tas. Puis là, ça va bien, c'est super utile. Puis là, je me rends compte que je me suis fait approcher par ma job pour pouvoir faire justement des capsules audio dans le contexte de ma clientèle. Fait que je me rends compte à quel point est-ce que, genre, tu sais, ce qu'on fait en dehors du travail peut des fois nous apporter un plus pour le travail aussi. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Fait que c'est ça, je passe en entrevue des gens qui ont leur passion. Puis je suis rendu. C'est drôle parce que là, on se rencontre là, on se jase là. Ben oui. Il y a 2 heures, j'ai enregistré mon épisode pour cette semaine. C'était vraiment une soirée. Pierre-Philippe, il a un horaire très chargé. Déjà, là. On est chanceux de l'avoir. Pour vrai, je suis vraiment content d'être là. Ça me fait du bien de comme vomir tout ce que j'ai en termes de jeux de rôle. Là. On dirait que j'en parle pas assez. C'est au bon endroit. Oui, exactement. Puis, fait que c'est ça. Ben, bienvenue, Pierre-Philippe. Puis, j'espère que ça va être une belle collaboration qui va durer longtemps. Mm-hmm. Puis, dans le fond, tous les liens de tout ce que tu as parlé, ton podcast, les Games de Game, on va tout mettre ça dans les liens qui suivent les informations du podcast. Donc, n'hésitez pas. Abonnez-vous à tous ces projets. Allez visionner les vidéos. Puis, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire si vous avez des questions pour Pierre-Philippe, si vous voulez lui demander plein de choses. Il en connaît vraiment un rayon. Moi, et puis si vous trouvez que j'étais vraiment de la merde puis je vais pas me revenir à coup critique, dites-le aussi, c'est pas grave, je le prendrai pas mal. Ça va super bien aller. On a une super belle communauté. D'ailleurs, parlons de D&D parce que un de nos plus gros sujets ici à Coup Critique, tu l'as deviné, c'est Donjons Dragons. Oui. Puis là, on va reprendre les nouvelles. D'ailleurs, donc si vous étiez endormi sous une roche puis que vous n'avez pas été au courant, ben, Wizards of the Coast ont fait un événement le 19 juin. Ils ont fait un événement qui s'appelle D&D Live 2020. Cette année, dû au confinement et aux précautions autour du coronavirus, du COVID-19, tout l'événement a été fait en web streaming, donc live, alors que d'habitude, c'est un événement qui se tient dans un endroit à Seattle, je crois, près de Wizards of the Coast, où ils mettent des décors, ils font quasiment une grandeur nature, puis ils installent des tables d'Amateurs League, puis il y a des grandes conférences, il y a des grandes games avec des vedettes, puis on voit le dévoilement du produit en tant que tel. La dernière fois, c'était Descend into Avernus, qui avait été un gros succès. Les gens attendaient, on sent une espèce de vague démoniaque, quelque chose de vraiment edgy à la Mad Max. Je pense que les gens ont bien aimé. En tout cas, la présentation avait été chaudement reçue. Également tous les autres produits qui avaient été annoncés. Cette année, c'est un peu différent avec tout ce qui se passe. D'ailleurs, avant toute chose, je vais donner mes impressions de l'événement. Je ne sais pas si toi, Pierre-Philippe, tu as eu la chance de revoir des extraits, par exemple, de la présentation ou quoi que ce soit. Sincèrement, fuck all. J'ai rien écouté. C'est vrai que mon mois de juin était assez rempli. Là. La seule chose que j'ai écoutée, je ne sais même pas si ça a le lien avec ça, mais la seule chose que j'ai écouté, c'est des extraits de Baldur's Gate 3 par Larian Studios. Là. Ouais. C'est la seule chose que j'ai checké, je pense. OK. Ben justement, on peut commencer avec ça parce que c'est comme ça que la conférence a commencé. Non, mais moi, mes impressions sur l'événement sont assez... il y a certains aspects qui auraient pu franchement être meilleurs. Tu parles at large, l'événement? Mais c'est difficile de leur en vouloir vraiment à cause des circonstances, mais à quel point c'était important que tout soit live au détriment du message qu'ils voulaient projeter. Puis on va y aller dans différentes parties, puis vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Donc, premier extrait, comme tu parlais, ils ont fait 1 heure de streaming du gameplay de Baldur's Gate 3, qui, on ne va pas se cacher, est une grosse partie de l'enjeu
marketing, si on veut, autour de la marque Donjon Dragon, de Wizard of the Coast en général. Ça va être une franchise qui est beaucoup aimée. Les gens attendaient beaucoup ça. Larian Studios, qui est derrière Divinity Original Sin 2, qui est un excellent jeu, et sous le chapeau de ça, d'ailleurs, on peut voir beaucoup de ressemblances avec ce jeu-là et ce qu'on a vu de Baldur's Gate 3. Oui. On a vu des super belles cinématiques. On avait déjà vu dans d'autres présentations de jeux vidéo. On a vu un jeu qui est encore au niveau de développement. Il y a eu des bugs, il y a des trucs, mais les studios sont très bons pour acknowledge that puis pas faire écoute, il y a des bugs, on repart la machine, on vous montre d'autres choses. C'est pas grave, ça va marcher quand il va sortir. Moi, j'ai vraiment le goût de jouer à Baldur's Gate 3. Pour vrai, ça a l'air vraiment le fun. Les règles de 5e édition dans un jeu vidéo, de voir des sorts se matérialiser, d'avoir une multitude d'options de caractérisation de personnages, une narrative qui tourne autour des Mind Flayers. Moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Les dialogues ont l'air vraiment bien faits, les interactions. On n'est pas juste dans le on voit des gobelins slash on tue. Il y a comme une interaction avec tous nos possibles ennemis, tout dépendant de comment on apprête les situations. Il y a une grosse liberté au niveau du choix, respect d'initiative. En tout cas, c'est vraiment... Moi, en tout cas, personnellement, j'ai vraiment le goût de jouer. Je trouve que la présentation est à l'image de toutes en fait, des deux autres qu'il y avait eu. Soit on a vu un jeu, on fait « Wow, ça a l'air le fun, on a le goût de jouer. OK, il y a des bugs, c'est pas grave, mais on a le goût de jouer. » Mais tu sais, ayant joué à un jeu comme Divinity Original Sin 2, je ne suis pas tombé en bas de ma chaise tant que ça au niveau de la conception du jeu. Je me fais « Wow, il révolutionne le jeu! » On sent qu'il y a un gros squelette de ce jeu-là qui a été utilisé pour lancer Baldur's Gate, puis surtout qu'ils sont très confiants de sortir une version en test en automne 2020, ce que je trouve vraiment impressionnant, étant donné les circonstances. Mais bref, c'est ça. Mais j'ai le goût de jouer. J'ai hâte de voir Baldur's Gate 3. 5 minutes, mais ouais. Mais tu l'as trouvé comment, la présentation? Tu l'as trouvé correct? En fait, j'ai trouvé que on est revenu sur beaucoup d'aspects qui avaient déjà été parlés dans d'autres segments de gameplay. On n'a pas vu tant d'amélioration que ça depuis la dernière fois. On nous promettait comme beaucoup de nouvelles. Moi, ce que j'aimais le plus voir, c'est des espèces de scénarios de encounter, si on veut, de situations, en fait, qu'on allait pouvoir vivre, soit voir tout un repère de gobelins, comment ils interagissent, comment ils sont placés, leur interaction, la façon qu'ils sont habillés, comment ils interpellent les personnages, que les personnages ont comme choix pour interagir avec leurs ennemis. Autant qu'on a vu un bout du Underdark, on a vu un peu de la direction artistique, en fait, de tous ces univers-là qu'on connaît de D&D puis qui vont être matérialisés pas en quasiment 2D, là, comme Baldur's Gate 2, mettons, mais tu sais, dans un univers 3D avec des caméras qui pivotent puis des trucs comme ça, mais c'est ça. Mais ouais, c'est un peu ça. Ouais. OK. Toi? Okay. Je t'avoue, un peu comme toi, j'ai pas été... ça m'a pas comme... je suis pas comme tombé en bas de ma chaise en pleine crise d'épilepsie, genre à quel point est-ce que ça m'a comme convaincu, sauf que ce soit Larian Studio qui soit derrière, que justement ils ont fait Original Divinity Sin 2. Je l'ai dit tout croche, mais en tout cas, tu sais de quel jeu que je parle. ouais. On dirait que je pense qu'ils ont comme voulu jouer des cartes sécuritaires, dans le sens que j'ai l'impression que la fanbase de Baldur's Gate est très grosse, mais j'ai l'impression qu'elle est aussi très demandante, en quelque sorte. Là, je pense que les gens, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui s'attendent à ce que ce soit comme, on va dire, le jeu de la décennie, sinon c'est de la pure merde. Ouais. Fait que j'ai l'impression qu'ils ont comme voulu jouer un peu sécuritairement là-dessus, dans le sens que, tu sais, oui, on reconnaît beaucoup de Divinity. Il n'y avait pas nécessairement, du moins dans l'extrait qu'ils nous ont montré, il n'y avait pas d'éléments qui semblaient sortir du lot comme quoi c'était absolument révolutionnaire. Sauf que pour ma part, j'ai trouvé ça très beau. Le visuel était beau. Je trouvais que les interactions étaient cool. La personnalisation a l'air d'être belle.
tu sais, comme toi, je suis juste comme, je suis convaincu, c'est sûr, je le sais, là, je le sais qu'il va me l'acheter là, éventuellement, là, c'est sûr et certain. Je pense pas que le jeu à sa sortie va être incroyable dans le sens que je pense qu'il va y avoir beaucoup de repatchage à faire. Puis je pense qu'il compte sur la communauté pour les aider là-dedans quand ils vont le laisser en bêta. Mm-hmm. Mais je m'attends à ce qu'éventuellement ce jeu-là soit juste de la fucking bombe parce que c'est Larian Studio puis parce que c'est Baldur's Gate là. C'est comme, je trouve que c'est juste un beau mix ensemble. Ouais. Je suis pas de l'école qui demande la perfection au niveau du gameplay. Non. Moi, je suis pour l'histoire avant tout. Oui. Moi, j'ai investi 600 heures dans Skyrim parce que je me suis perdu dans Skyrim. Parce que Skyrim m'a proposé des choses que j'avais à l'époque. J'avais jamais joué à un Elder Scrolls avant. Mm-hmm. Puis ils m'ont amené dans un univers où, vas-y, là, fais ce que tu veux. Tu peux prendre à gauche ou tu peux prendre à droite. T'sais, oui, on va te montrer un chemin, mais tu peux prendre à gauche aussi. Puis quand même, tu vas trouver des belles histoires puis des belles choses que tu vas te souvenir longtemps. Puis ça, si Baldur's Gate peut me donner cette espèce de sentiment-là encore, moi, je vais être gagnant. Moi, je vais dire, j'ai investi un bon montant d'argent dans quelque chose qui, oui, ça va gober la moitié de ma vie encore. Là, mais tu sais, c'est comme beaucoup d'autres jeux qu'on a joués. Mais c'est ça. Mais tu sais, c'est penchant vraiment jeux vidéo, dans le fond. On sait qu'il y avait... ils n'ont pas beaucoup parlé parce que il y a un jeu qui s'appelle Darkest Night, je pense, ou Darkness, quelque chose, avec Drizzt Do'Urden puis 3 autres héros de la mythologie. Puis le trailer avait vraiment pas été bien reçu. Ça avait l'air de filer avec des GoPro. Ce trailer-là, c'était comme la pire chose que D&D pouvait sortir. C'était terrible, là, justement, comme tu dis. Là, on dirait que c'était genre 2001 on dirait que c'était on dirait que ça avait été fait en 2002. Là, le trailer, c'était genre de la grosse musique métal avec genre justement des GoPro puis du gros combat. Puis t'es juste comme, mais qu'est-ce qui se passe? Là? Je pense que ça s'appelle Darkest Wish ou Darkest Night, ou ça se passe à Icewind Dale. Oui, mais je pense que j'ai de l'air complètement. J'ai l'air complètement amateur de la manière que j'en parle, mais je pense que c'est comme une franchise qui existait déjà. Là. C'était comme quelque chose d'autre auparavant. Puis c'est comme pas un remaster, mais c'est comme une espèce de nouvelle version de ce jeu-là. Mais en tout cas. En tout cas, ça a plus l'air d'un hack and slash. Ouais. Ça a plus l'air d'être un truc comme ça. Puis on a mis 4 personnages légendaires de l'univers des romans. Puis on a dit on va faire un jeu avec ça. On n'a pas entendu parler. Pourtant, c'est un jeu qui est prévu pour quand même bientôt. Mais je ne sais pas. Je pense qu'on essaie d'arriver avec quelque chose de plus convaincant pour la prochaine fois qu'on va en parler. Je crois que c'est fait par une compagnie montréalaise. Je crois. Ah, peut-être. Si vous nous écoutez, envoyez-nous un lien. On va jouer. J'ai hâte. Ouais. C'est sûr qu'avec ce qu'on vient de dire, je ne suis pas sûr qu'ils vont nous envoyer un lien, mais. Non. Oui, envoyez-nous un lien. On peut juste être convaincu de. C'est vrai. Je peux juste être convaincu. Non, mais pour vrai, tout ce qui sort de D&D m'intéresse. Donc, s'il m'arrive avec quelque chose, puis je fais OK, c'était juste une mauvaise impression la première fois, le jeu a l'air vraiment le fun, ben let's go. Oui, absolument. Je suis vraiment convaincu, c'est vrai. C'est vrai, au final, c'était juste un trailer. Peut-être qu'ils vont nous montrer vers ça du gameplay, puis je vais faire oh shit, ça a l'air. On l'a connu avec les films des mauvais trailers qui, dans le fond, donnaient des excellents films. Mais oui. Moi, mon exemple préféré, c'est Scott Pilgrims versus The Universe, qui est comme le pire trailer selon moi. Ils ont vendu Scott is a young boy who dates a girlfriend. Puis t'as comme un narrateur qui est jamais là dans l'histoire, qui raconte des pastiches de vie. Pourtant, c'est un film tellement éclectique, tellement inspiré d'une bande dessinée. On ne le sait même pas. C'est un univers déjanté. La réalisation visuelle, la réalisation d'Edward White là-dessus, tu sais. Bon, ça explique peut-être pourquoi est-ce que ça l'a autant comme fait patate au box-office. Parce que je me rappelle vraiment pas du trailer, pour de vrai. Mais les nouvelles, ils sont supposés le ressortir dans le cinéma. Ils veulent comme recommencer à sortir. Je suis sûr que ça va plus pogner que quand c'était sorti avant. C'était devenu un film culte un peu pour une communauté de gens. Bref, fait qu'on se lance sur le deuxième aspect de la conférence de presse. Le D&D Live nous présente le produit qui avait leaké. Hein, pas mal, on s'entend pas mal une semaine, je pense, avant sur le web. Un module d'aventure pour niveau 1 à 12 qui s'intitule Icewind Dale, Rise of the Frost Maiden. Ouais. Donc, et là, et mon bémol sur la conférence de D&D Live. On a
deux animatrices, Mika Burton et une autre qui est là depuis longtemps avec D&D, excusez-moi, son nom m'échappe. Ils font un excellent travail d'essayer d'animer, de dynamiser la situation au fait que tout le monde est à distance, que ça aurait dû se passer en vrai, mais c'est pas ça le cas. Fait qu'ils essayent vraiment. Puis là, on a Jeremy Crawford puis Chris Perkins qui se connectent avec une mauvaise connexion chacun. Chris Perkins nous parle avec une webcam par 700, avec 480p. Ça coupe, ça lag, on ne comprend rien. Et surtout, on n'apprend pas grand-chose sur le module. On apprend que c'est une aventure d'horreur inspirée par des films comme Alien, The Thing, un espèce d'univers où l'isolement, on sait qu'un module, ça prend 2-3 ans à écrire, mais quel ado quand même de sortir un module qui parle de l'isolation et de la psyché des personnages qui peut être affectés par cette isolation-là dans un milieu hostile et le sortir en septembre. Hein? Je ne sais pas de quoi tu parles, Francis. Non, mais peut-être à l'aube d'une deuxième vague, on ne le sait pas, d'un phénomène planétaire, mais ça reste que c'est ça qui était en train de travailler, puis c'est ça qui vont sortir. Donc, ce qu'on peut voir sur la couverture, finalement, c'est une bête qui est un avatar de la déesse Auril, c'est ça? Oui, Auril, qui est la déesse de l'hiver et qui est une déesse evil, qui est reconnue pour être pas gentille dans l'univers D&D. Et dans le fond, ce qu'on a su, c'est que ce personnage-là, dans le fond, sur la couverture, c'est un des avatars d'Auril que les personnages ont peut-être la chance de rencontrer à travers leurs aventures. La chance? Ben, moi, je trouve que c'est une chance de rencontrer une déesse dans une campagne, quand même. Oui, non, c'est vrai. Ouais. Un point un peu important qu'on a su après, c'est que l'aventure est un peu plus divisée en différentes quêtes et non pas comme un simple module qui part de A et qui va jusqu'à Z. On a vraiment... on semble comprendre qu'ils ont segmenté le livre pour offrir aux DM de faire du grab and pick, de prendre des aventures là-dedans et de pouvoir les runner dans d'autres systèmes de campagne ou de justement segmenter plus facilement leur campagne avec les différentes aventures que les personnages vont faire. À l'image du Essentials Kit. Un peu comme, je sais pas, dis-moi si je me trompe, mais ça se peut-tu que Ghost of Saltmarsh fonctionne un peu de même aussi? Oui, exactement. Ghost of Saltmarsh, c'est un peu un rematch de beaucoup d'aventures qui avaient été faites, un peu comme Tales of the Yawning Portal, mais il y avait vraiment une thématique plus marine, mais ce qui était intéressant, c'est que Saltmarsh pouvait être mis dans n'importe quel univers, est une ville, puis tout se passe là, puis il y avait différentes quêtes aussi qui pouvaient pouvoir être utilisées dans différents settings, puis c'est ça qui était intéressant du livre. Surtout un système de règles sur les batailles navales, puis tous les voyages en navire, puis tout ça qui était inclus dans le livre. Ce qu'on a pour ce penchant-là, de ce qu'on comprend dans Icewind Dale, c'est un système de règles sur justement la survie, beaucoup, quand on est dans un milieu hostile comme un désert de glace et les montagnes enneigées de Icewind Dale. Il y a aussi un système de jeu, en fait, de sport. Il y a des sports hivernaux que les personnages pourront prendre part. Et il y a des systèmes comme un jeu de Goliath qui se lance un ballon, des trucs comme ça. C'est vraiment cool, ça. Je trouve ça cool. Tu sais, pour mettre les personnages peut-être dans des situations qu'ils ne s'attendaient pas, où ils devront... ça fait penser un peu à la course de dinosaures dans Annihilation, qui est un gros succès, je crois. Là. Donc, il y a ça. Donc, un livre de 320 pages. 320 pages, ça ressemble un peu à Destiny to Avernus, je pense. C'est à peu près le même type de volume, la même quantité de pages. Sinon, il y aura aussi... tout tourne autour de la survie, dans le fond, dans le livre. C'est pas mal ce qu'on sait. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par le module, je vous conseille fortement d'aller voir la chaîne de D&D Beyond sur YouTube, où il y a 10 entrevues avec juste un animateur, puis Chris Perkins, puis les autres personnes autour du livre qui parlent un peu plus en profondeur du roman. Mais durant l'événement, c'est ce qu'on a su. Puis, comparé à Destiny to Avernus, on avait vraiment eu une espèce de mise en scène, puis on avait une ambiance.
à part qu'on sait qu'il va faire froid, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent sur c'est quoi les enjeux, c'est quoi le... tu sais, dans Descent of Venus, c'était clair. La ville d'Elturel est prise puis est emmenée aux enfers. On doit sauver la ville, mais aussi empêcher Zariel de monter à la... Je crois sur le plan matériel. Puis je ne l'ai pas fait, je n'ai pas runné, je ne voulais pas me spoiler. mais on savait un peu c'était quoi les enjeux, puis sur quoi on allait, qu'est-ce qu'on allait affronter. Là, on est un petit peu plus dans le néant, je crois. Oui, c'est vrai qu'il y a moins d'infos qui a filtré quand même. Hein. Ouais. Surtout justement sur le setting de base, là, sur la mise en contexte, on sait vraiment moins de choses. Puis, c'est ça, mais pour vrai, comme n'importe quel livre de D&D, j'ai hâte de plonger dedans, j'ai hâte de voir le artwork, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on nous offre, les cartes, les objets magiques. Est-ce qu'il va y avoir des sous-classes de plus? Est-ce qu'il va y avoir des trucs, des backgrounds intégrés de ça? On sait que Icewind Dale, dans le fond, c'est une terre. Si on regarde le lore un peu de Icewind Dale, c'est une région où les gens vont là pour se faire oublier beaucoup. Ils laissent leur passé derrière, puis ils vont se créer une nouvelle vie. C'est beaucoup, soit des criminels, soit des personnes qui fuient leur passé. Fait que, les personnages pourraient créer un background qui a l'air de tout ça, mais en même temps, peut-être qu'ils vont rencontrer des personnages qui sont plus typés dans ces espèces d'origines-là, qui peuvent être intéressantes aussi pour jouer sur la paranoïa, puis se sentir épié, puis sentir qu'on a quelque chose à cacher, puis des trucs comme ça. Mais, ouais. Mais ça a l'air intéressant. Oui, ben, je t'avoue que pour de vrai, je pense qu'il n'y a aucun module à date, à part peut-être un peu Curse of Strahd, qui vient autant me chercher en termes de thématique. Là. Je suis vraiment un gros gars d'horreur. En général, je suis un gros gars d'ambiance. Fait que c'est vraiment, quand ils l'ont annoncé, j'ai fait genre, oh shit, ok, c'est spécifiquement pour moi. Puis je pense que dans mon top 5 de mes films préférés à vie, il y a Alien puis The Thing. Fait que j'ai vraiment fait comme genre, OK, c'est vraiment... Ce livre est pour moi. Ce livre est littéralement pour moi. Puis j'ai vraiment, vraiment, vraiment super hâte de voir vraiment comment ça va virer. Je pense que il n'y a pas un livre à date que j'attends plus que celui-là en termes de module de D&D que j'ai vu sortir. Moi. Même si on sait si peu de choses au final. Chaque livre, je les attends avec impatience. J'ai hâte de plonger dedans. J'ai hâte de voir. Petite déception, rendu là, beaucoup de gens s'attendaient à au moins entendre parler du fameux livre qui devrait sortir en novembre. Beaucoup de gens pensent qu'il s'agira d'un livre de ressources, dans le fond, d'un livre d'options de personnages. Ouais. Parce qu'on a reçu, je pense, 40 Unearthed Arcana, je pense, en 2 mois, à un moment donné, ça avait pas de sens. Ça n'a plus rapport. Il y avait comme 3 classes différentes, puis 2 sous-classes dans chaque pour toutes les classes de D&D. Puis amenez-en des options. J'aime ça. Moi, j'en dévore. Je veux. Aussi. Puis c'est ce que les joueurs recherchent de plus en plus, de pouvoir créer vraiment le personnage qui est à leur image puis qui va avoir les choses qu'ils veulent. Mais c'est tombé un peu à plat. Peut-être que le projet n'est pas fini. Peut-être qu'ils ont pris du retard à cause de la crise. Peut-être que, ouais. Donc, mais le livre est encore annoncé pour être sensiblement sortir en novembre. Donc, on verra bien. Mais on aurait voulu avoir un peu plus de jus autour de ça. Mm-hmm. Un nom, peut-être. Juste un simple nom du projet, ça aurait été cool pour susciter les passions. Mais c'est... Je suis d'accord. Ça aurait pu faire du bien aussi. Parce qu'on nous a demandé beaucoup de tester des affaires. Ils ont demandé beaucoup à la communauté. Tester, dites-nous qu'est-ce qui ne marche pas, puis tout ça, puis des changements, puis let's go, puis des modifications, puis avec une communauté qui est en grande évolution aussi au niveau du jeu de rôle. Là, on attendait plus de stock. Mais bref. Après, ils ont lancé des bandes dessinées. Fait que si vous êtes fan de bandes dessinées dans l'univers de Donjons Dragons, il va en avoir 2 nouvelles. Il va y avoir At the Spine of the World, qui est carrément concentré sur un groupe d'aventuriers qui va évoluer dans le monde d'Icewind Dale. C'est pas directement lié avec l'aventure du module, mais ça tourne autour. C'est ce qu'on. Mais est-ce que c'est une adaptation du livre? Non. L'épine dorsale du monde, là, Non, c'est pas. OK. Non, ça semble être un contenu original écrit par. Je pense que Jim Zub est là-dessus. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup de créatrices autour du projet, ce qui est vraiment intéressant. Beaucoup de voix féminines qui sont derrière le projet. Ça a l'air vraiment cool. Puis Jim Zub, on sait par exemple qu'il travaille sur le 2e projet qui est une espèce de mash-up entre Stranger Things et Donjons Dragons en bande dessinée.
Ben là, c'est pas un secret. On a eu la boîte rouge à l'image de Stranger Things qui est sortie, qui a eu un bon succès. Moi, j'ai été un peu déçu du produit en tant que tel parce que c'était une affaire qui se réglait en 2 soirées, puis on n'a pas vraiment de choix. On embarque dans une aventure de Stranger Things, mais pas dans un univers tant des options puis de l'univers de Donjons Dragons. Mais quand même, reste que la série a aidé beaucoup à rejoindre de nouvelles clientèles du jeu de rôle. Définitivement. Puis, ce qui est fun, ce qu'ils ont dit de cette bande dessinée-là, c'est que ça permet de voir un peu les origines de ce groupe de joueurs de D&D-là. On voit l'arrivée de nouveaux joueurs dans le groupe, puis de comment leur amitié s'est forgée autour de ce jeu de rôle-là, tout en jumelant leur aventure. On voit un peu comme le penchant vrai avec leur univers fantastique où leur aventurier évolue. Tout ça. Puis, c'est que Netflix et l'équipe de Stranger Things ont laissé beaucoup de manœuvres à l'équipe des comic books de D&D pour créer justement cette origin story-là. Okay. Fait que ça peut être vraiment intéressant si vous êtes fan de la série. Puis aussi pour un élan de nostalgie, quand on rencontre nos premiers amis puis qu'on commence à jouer dans ces jeux-là, je pense que c'est une corde qui veulent peut-être aller jouer avec ça. Ça reste un produit qui a l'air intéressant, pour vrai. Puis on s'entend la direction visuelle des bandes dessinées de D&D est quand même assez léchée. Là, puis c'est super. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de. Ça se veut ludique, mais ça se veut aussi intéressant. Puis on peut en apprendre plus sur l'univers comme sur nous-mêmes, peut-être. Puis là, il y a mon bout que j'aime un peu détester. OK. Il y a eu une annonce d'un livre de recettes de Donjons Dragons. Oui, j'ai vu ça passer. Ouais. Qui s'appelle Heroes Feast. Donc, on l'avait spoté coup critique parce qu'il y avait eu un listing sur Amazon d'un module, en fait, d'un livre de cuisine de D&D avec un nom pareil. Puis là, ça s'appelle Heroes Feast en l'honneur du sort Heroes Feast que vous pouvez prendre. Puis dans le fond, c'est un livre qui parle. Ce que les auteurs nous ont expliqué, c'est qu'ils ont fouillé dans l'histoire de D&D. Dans tous les modules, dans tout ce qui a été écrit, dans les magazines, dans tout, pour essayer de retirer toutes les allusions sur des recettes que différentes régions de l'univers de D&D faisaient. Mais on a comme les recettes humaines, les recettes elfiques, les recettes dwarf. Puis, même en tant que tel, ça peut être un bon livre style coffee table book ou juste comme ça peut être le fun à feuilleter. Puis, sauf que la présentation, ils ont fait cuisiner les 3 cuisiniers, genre live, avec un gars qui ne savait pas comment ça marchait, un iPhone pour bien filmer. Puis là, on le voyait cuire son poisson. Là. Puis ça a duré genre 45 minutes pour juste entendre des bruits de cuisson puis des interventions ça devait être un peu éclectiques. Mais c'est parce qu'on attendait... Tu sais, ça aurait pu être 5 minutes. Un livre de cuisine. Mais oui. Même qu'au final, il aurait pu faire la présentation puis que les gens aient déjà comme terminé de faire cuire ou peu importe, ou à 5 minutes de la fin de leur recette puis qu'ils font « Ah, et voilà! » C'est un peu ça qui s'est passé, mais tu sais, on a appris que les elfes étaient végétariens, dans le fond. OK. C'est ça qu'on a appris. On a appris que la cuisine humaine, c'est pas mal la cuisine qu'on connaît. OK. Puis qu'il va y avoir des cocktails. Fait que, parce que Dieu sait que des cocktails, c'est super connu dans l'univers D&D. Oui, c'est genre... OK, quand même, pour vrai, je t'avoue que j'étais un peu... Tu sais, je savais, j'en ai entendu parler, j'avais vu l'annonce, puis tout ça, mais j'ai pas vraiment porté attention à tout ce que le livre allait contenir. Mais juste les gens comprennent. Moi, le produit, il m'intéresse quand même parce que si je reste seul, je trouve que c'est ludique, ça me donne juste plus de D&D dans ma vie. Oui, au final, OK, je comprends. Mais la présentation, puis l'exécution, puis c'était pas ça que les gens attendaient après la présentation du module. T'sais, ils attendaient du jus. Ils attendaient quelque chose. Ouais. Puis là, finalement, après cette présentation-là, WizKids est venu à la rescousse. WizKids est arrivé avec des dragons anciens, gigantesques, des
des Frost Giants zombies, des Yeti, des trucs. Ils nous ont montré plein de stuff. C'était wow! Genre, si vous aimez les mini, moi j'aime ça. Là. Mais je ne suis pas un grand collectionneur de mini, mais j'aime certaines miniatures. Si vous êtes un fan de ça, vous allez capoter avec la série qui va sortir sur Rise of the Frost Maiden. Et aussi, ils ont annoncé que, je crois, janvier 2021, ils vont sortir des visuels 2D de monstres de campagne, par exemple, qui vont être imprimés sur du plastique. Puis le tour va être transparent, puis ça va tenir sur une base. Un peu comme les fameuses paper miniatures que moi, j'utilise, en fait, quand je DM. Ouais. Puis vous allez pouvoir... vous allez pouvoir avoir une multitude de monstres, une multitude de choix à un prix moindre. Mais ça peut être vraiment une super bonne idée pour représenter des encounters et des trucs, puis avoir de la qualité. Ils s'en vont dans ce créneau-là parce qu'ils ont vu la popularité justement des créateurs de miniatures en papier puis des trucs comme ça. Puis ils se sont dit qu'il y a un marché pour ça. Fait qu'ils vont offrir plus de stock. Fait que je trouve ça cool, pour vrai. Oui, je trouve ça cool qu'ils puissent varier selon, là, on va dire, aussi le budget des gens en général, parce qu'on s'entend que des minis sur le long terme, ça commence à coûter cher également. Là. Mm-hmm. Fait que non, je trouve ça bien qu'ils aient exploré ça, surtout que ultimement, on sait que même si ça va être en 2D, ça va être beau, là. Ça va être super beau. Oui. Dans le fond, ce qu'on va voir en 2D, c'est leur miniature peinte. Ah mon Dieu! Fait que, okay. On va avoir le visuel qu'une vraie miniature aurait eu. Il y a aussi l'annonce d'un super... pour le 45e anniversaire de Donjons Dragon, il y avait sorti des dés Saphir, des dés en métal en saphir. Ils ont fait le Sapphire Dragon qu'on trouve, ils l'ont fait, puis vous pouvez l'acheter maintenant. C'est un dragon de saphir. Je pense que celui-là tournait autour de 60$ US, quelque chose comme ça. Mais c'est des grosses miniatures quand même. Puis c'est pas peint, c'est pas à peindre. Là. Il est dans un matériel qui semble représenter le saphir. Mais, bref, c'est ça. Fait que beaucoup de belles miniatures. Sinon, il y a une multitude d'accessoires qui ont été annoncés, mais surtout sur Twitter. T'sais, on a eu le set de dés qui avait sorti pour Baldur's Gate, à peu près le même emballage, les mêmes dés, les mêmes cartes à l'intérieur, mais celle-là pour cette aventure-là. Oui, j'ai vu les monstres. Oui. Ouais. Beatles and Grimm ont annoncé leur super boîte à 500$ US que vous pouvez précommander, où il y a plein de... Si vous êtes un DM ou un groupe d'aventuriers qui veut cotiser puis avoir plein de petits goodies, des petits props pour vous aider dans l'immersion de la campagne, c'est disponible aussi. Il y a aussi beaucoup d'annonces de compagnies de vêtements tiers qui se joignent dans la famille D&D qui vont offrir, par exemple, des t-shirts, des costumes d'Halloween. Il va y avoir plus de figures Funko Pop. Il va y avoir ce qui est la compagnie For Fans by Fans, où les créateurs peuvent soumettre des designs qui peuvent être acceptés par les brands, puis après être utilisés. Il va y avoir plus d'articles de D&D là-dedans. C'est ça. Fait qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de stock. Si vous voulez avoir un récapitulatif de tout ce qui a été annoncé, il y a un article sur Coup Critique là-dessus. Mais c'est ça. Fait que c'était ça, D&D Live cette année. Fait que oui, moi j'ai hâte de jouer. J'ai hâte de voir ce qui va être offert, qu'est-ce que ça va avoir l'air. Mais c'est ça, dans l'exécution, je pense qu'on aurait pu avoir des segments filmés où on voit plus comme une vraie présentation. Puis après, peut-être une interaction avec les principaux intéressés, puis peut-être plus... Ah oui, quand tu as dit ça dans la vidéo, qu'est-ce que tu voulais dire? Puis on aurait eu des meilleures pistes pour en donner plus, je crois. Sais-tu si on reçu comme un feedback justement un peu comme de ça dans le sens de la clientèle, des spectateurs en soi? Est-ce que tu penses que le constat général des gens était justement peut-être un peu plus d'enregistrement, moins de live? Oui. Mais les vagues sur Twitter puis de Facebook, puis tout ce qu'on a vu, ce qui ressortait vraiment, c'était parce que, tu sais, les commentaires négatifs, il y en a tout le temps, puis il y a toujours du monde qui ne sont pas contents, parce que tant qu'on ne sortira pas Planescape, puis le Spelljammer, il y a du monde qui ne sera jamais content. Fait que
Donc, mais les gens ont apprécié l'idée de l'aventure, ont apprécié la thématique de l'aventure. Je pense que les gens accueillent le module avec beaucoup d'enthousiasme. Mais reste que l'événement, la qualité a été un peu boiteuse. Puis les gens auraient vraiment voulu avoir une meilleure idée des autres affaires qui s'en venaient. Parce que juste un peu avant, ça nous amène sur notre autre sujet. Wizards of the Coast a sorti une espèce de compte rendu en fait de certaines actions qu'ils voulaient prendre concernant la diversité culturelle et la représentation culturelle dans l'univers de Donjons Dragons, puis pour favoriser l'inclusion sous toutes ses formes dans l'univers de D&D pour les joueurs, pour les DM, pour la communauté de créateurs, pour tout le monde. Puis dans cet article-là, il y avait justement des mentions sur certains produits qui allaient sortir à certains moments en 2020-2021. Puis ces informations-là, on ne les a pas reçues. Fait que les gens ont fait comme OK, mais vous en parlez là, mais vous ne nous en parlez pas dans le plus gros événement. Ça a posé des questions. Mais pour revenir sur cet article-là, il y a beaucoup de vagues en ce moment qui se font sur les réseaux sociaux sur plein de sujets, avec ce qui s'est passé aux États-Unis, avec la mort de George Floyd, puis la lutte pour revendiquer, pour faire valoir le mouvement Black Lives Matter, puis tout ça, c'est important de prendre en considération, je crois, dans le fond, que c'est une réalité que beaucoup de gens ont vécu trop longtemps, puis qu'il faut, sous toutes ses formes, se sensibiliser sur ce que ces communautés-là ont vécu. Et où D&D a peut-être été moins habile jusqu'à maintenant, ça a été dans jouant souvent trop sur des stéréotypes dans certains modules qu'ils ont publiés. On peut penser, comme il mentionnait, au Vistani, dans l'univers de Curse of Strahd. Toute la communauté dans des villes dans Tomb of Annihilation, où on dépique vraiment une espèce de stéréotype justement noir, d'espèce de culture. Puis juste pour le fun, j'allais reviser le module, puis je voyais vraiment qu'on nous demandait de mettre beaucoup de R, puis beaucoup d'accent, stéréotypé, comme DM, quand on incarnait le personnage. Puis j'étais, ouais, ça vieillit pas super bien. Hein? Puis pourtant, ça fait pas si longtemps que c'est sorti. Ça fait pas 10 ans, là. Non, il n'y a pas un petit disclaimer. Ceci a été tourné dans les années 50, s'il vous plaît. Non. Mais, il y avait du chemin à faire. Puis dans le fond, où ils veulent aller, en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'ils veulent vraiment remettre un peu les pendules à l'heure là-dessus. Ils ont commencé avec Eberron, où la race des orques est vue d'une toute autre manière que dans l'univers de Faerûn. Puis aussi dans Explorer's Guide to Wildmount, excusez, où les Drow, qui sont typiquement caricaturés comme des personnages evil, démoniaques, vivent dans une communauté tout à fait légitime, de façon tout à fait organisée, ne sont pas plus malins que n'importe quelle autre race dans l'univers. Ils ont simplement des motifs différents, comme les humains ont des motifs différents dans l'univers. Fait qu'ils veulent vraiment proposer plus de ça. Moi, je dis oui, let's go, amenez-en, parce qu'on en a besoin. Ça va juste donner encore plus de matière au DM pour créer des meilleures intrigues, selon moi, et pas se réfugier dans ces stéréotypes de monstres. Oui, ça va juste donner plus de choix au final. Ouais. Moi aussi, je, comme toi, j'ai la même ligne de pensée. Là. Je dis, let's go, on y va. Là. Puis, tu sais, au-delà de l'aspect pratique de la chose qui fait en soi que ça donne plus d'opportunités, je dirais, moi, il y a l'aspect, on va dire, très progressiste de la chose que moi, je me considère comme étant quand même très progressiste. Là. Je suis vraiment du genre à tout le temps aller de l'avant puis de rarement de me dire que c'était mieux dans le temps passé. Puis, s'il veut aller là-dedans, moi, je suis go à fond la caisse. Je trouve ça plus le fun, je trouve ça plus ouvert. Puis, je vois pas l'intérêt. J'ai pas, tu sais, puis même si j'aime D&D du plus profond de mon cœur, là, j'ai pas l'espèce on dit de revendication. Touchez pas à mes affaires. Oui, tu sais, j'ai pas la revendication identitaire de genre, ah, mais là, dans les livres de Père Salvatore, les droits étaient plutôt méchants. Tu sais, j'ai pas ça, là. Je ressens pas le besoin, là, OK?
au final, je trouve ça plus réaliste aussi de dire que ça va pas être une race qui va être evil, ça va être une culture. Tu sais, je veux dire, il va y avoir des cultures méchantes, comme il va y avoir des cultures humaines méchantes, mais il va y avoir des cultures humaines de n'importe quelle race. Là. Ouais. Des cultures méchantes, je veux dire, de n'importe quelle race. Ça se Ouais. limite pas à genre une couleur de peau. Non, c'est ça. Puis à des origines que chaque individu n'a pas choisi aussi. Non, c'est ça. Puis surtout dans le bas de D&D, je parle, dans le sens que les half-orcs ont souvent été dépeints comme « Ah, ben là, si t'es un half-orc, c'est que ta mère s'est faite prendre par un orc de force. Oui. » Tout était dans le viol puis la violence. Ouais, mon Dieu Seigneur. C'était tellement pas nécessaire. Puis je trouve que c'est un manque d'imagination. Oui. C'est de ne pas laisser une meilleure imagination aux gens. Puis la communauté de jeux de rôle a changé, assez ouverte. Il y a de plus en plus de gens qui en jouent chaque jour. D&D reste encore le jeu de rôle numéro 1 et a été chercher tellement de monde. C'est avec des exemples comme la gang de Critical Role qui ont créé des personnages variés avec plusieurs couleurs, plusieurs vues sur le monde, enjeux, préoccupations. Genre aussi, Ouais. identité sexuelle, des choses Ouais. comme ça. Là. Exactement. Fait que ça fait juste... C'est normal que les gens en demandent plus. Puis c'est tant mieux si Wizard of the Coast écoute. Là, en ce moment, au moment où on se parle, ce qu'on voit passer, c'est que Wizard of the Coast n'aurait pas été très, très gentil avec un des créateurs de Orion Black, en fait, qui avait travaillé sur certains produits avec D&D. On pense qu'il y aurait eu de la discrimination raciale puis des trucs comme ça. Wizard s'est excusé, disait qu'il voulait régler les choses, tout ça. La grogne un peu en ce moment, c'est que, OK, les excuses, OK, mais c'est quoi le plan d'action, vraiment? Parce que là, vous êtes dans le peut-être, puis ce que Wizard dit, ça prend du temps. Puis, d'un point de vue, je comprends, dans le sens que ils peuvent pas arriver demain matin et sortir un nouveau livre où tout est réglé. S'il est pour être écrit, ce livre-là, puis changer la donne, ben, ça prend du temps à écrire. Ça prend du temps à faire pour que ce soit un produit assez intéressant, pour que les gens fassent OK, ils ont fait leur devoir, ça répond à mes besoins maintenant, let's go. Tu sais. Mais en quelque part, il pourrait avoir, je sais pas, il pourrait peut-être penser à quelque chose. Tu sais, mais c'est ça. On demande plus d'action. On espère qu'ils vont arriver. Puis c'est ça. Pas vrai. Ça se fait pas du jour au lendemain. Là. Ils veulent pas. Ouais. Ils veulent pas présenter un produit demi-fini. Là. Ils veulent que ça soit conséquent avec leurs paroles. Puis je comprends ça. Ouais. J'ai pas l'impression que de la mauvaise foi à l'intérieur de Wizard of the Coast. Comme dans n'importe quelle association, il y a toujours des personnes qui ont de la misère avec le changement ou qui ont des visions différentes. C'est à eux autres de faire le ménage là-dedans, puis d'aller de l'avant pour ça. Puis on verra bien. Pour vrai, moi, j'ai hâte. J'ai hâte de voir où D&D s'en va en 2021. Moi aussi. En espérant qu'après tout ce qu'on a vécu cette année, que ça soit une bouchée de fraîcheur puis qu'on puisse avoir encore plus de belles choses à explorer comme joueur, comme passionnés de jeux de rôle dans tout azimut. Donc, voilà. Mon Dieu, c'est une super belle fin. On dirait une fin de thèse. C'est genre super bien dit ça. Sur le fly. Mais fait que c'est ça, dans le fond, pour D&D Live, pour ce qui se passe dans l'univers D&D. J'ai demandé, dans le fond, à Pierre-Philippe de nous parler d'un système de jeu. Parce que à chaque fois que je t'entends parler, j'ai l'impression que tu as joué à 100 versions de jeux différentes. Puis moi, Coup Critique, c'est pour ça. C'est pas juste pour parler D&D, mais c'est pour parler justement de plein de systèmes de jeu, de plein d'options, puis de faire grandir cette passion-là qu'on a de se croire pour d'autres et de vivre des choses qu'on ne peut pas vivre dans la vraie vie. Donc, je pense que tu nous as préparé une espèce de présentation sur un système de jeu. Je ne suis pas au courant. J'ai hâte de voir. Oui, ben en fait, tu sais, on s'est préparé, c'est un gros terme. Là. Je vais vraiment, je suis plus intuitif dans mon approche, dans le sens que, tu sais, je vais aborder, je vais parler un tout petit peu d'une compagnie et de son système de jeu à elle que j'aime de tout mon cœur. Je pense que c'est vraiment mon système préféré et ma compagnie préférée en termes de production de jeux de rôle. Dans le fond, ça s'appelle Free League Publishing. Je ne sais pas si tu connais. Non. Dans le fond, c'est une compagnie suédoise. À la base, elle se nomme Fria Ligan.
C'est leur nom suédois. Et Donc, c'est un produit importé. C'est un produit d'importation. Produit importé, sauf que c'est ça que je trouve très cool avec Free-A-Legal, c'est que c'est une compagnie qui existe depuis vraiment longtemps, quand même. Elle existe depuis quand même un bon bout de temps, dans les années 80. Et ils ont fait des jeux de rôle en leur langue originelle depuis ces années-là. Et ça fait depuis pas très longtemps qu'ils se sont dit, tiens donc, on va aller explorer le marché anglais, le marché américain. Et ils ont comme décidé, je pense que c'est début 2010 peut-être, il me semble, là, je ne suis pas trop sûr de l'année, de comme ressortir une nouvelle édition de leur plus gros jeu, leur jeu qui a le plus pogné, qui avait sorti dans le temps. Et ils ont dit, on va le faire dans notre langue originale, on va aussi le sortir en anglais, pour voir si ça pogne un petit peu. Et là, ça fait partie des jeux que j'ai vu popper à l'imaginaire, j'ai fait « Ah, ça a l'air pas pire, ça. » Puis là, je commençais à feuilleter ça, puis je trouvais que ça avait de l'air cool, puis je l'ai acheté parce que, de un, la thématique me parlait énormément. Dans le fond, le jeu, ça s'appelle Mutant Year Zero. OK. Ils ont sorti un jeu vidéo de ça, by the way. Oui, qui s'appelle Road to Eden, qui est un jeu vidéo un peu style à la XCOM, là aussi, du déplacement, du jeu stratégie militaire, guerre un peu. Okay. Et dans le fond, c'est un jeu post-apocalyptique qui est quand même assez, on va dire, assez simple dans son fond, dans le sens que il y a une histoire plutôt classique qui a mené, on va dire, à la fin du monde en quelque sorte. Il y a ces petits twists que je nommerais pas parce que si des gens veulent jouer un peu leur espèce de campagne par défaut, ils vont comme découvrir un peu ce qui se trame derrière tout ça. Mais au final, les joueurs incarnent des survivants dans une arche, qui est comme leur base principale en quelque sorte. Et c'est un peu de la survie au quotidien, au day-to-day, à rechercher de l'eau, rechercher des ressources, explorer les environs. Et dans le fond, c'est un jeu où est-ce que c'est beaucoup de l'exploration. C'est un jeu qui est énormément basé sur l'exploration et sur la survie, dans le sens qu'il il encourage beaucoup le DM d'avoir un espèce de quadrillé, si on veut, qui représente la map de l'endroit. Et là, eux autres, dans le fond, les gens explorent par on va dire, hexagone ou par carré, des zones que le DM peut, dans le fond, générer aléatoirement ceux qui se trouvent dans cette zone-là à l'aide de tables, à l'aide de descriptions. Fait que, exemple, les joueurs vont se dire, bon, on va partir, OK, on va aller sur B4 aujourd'hui. On n'est pas allé voir qu'est-ce qu'il y a sur B4. Il faudrait qu'on aille chercher de l'eau. Peut-être qu'il va y avoir de l'eau là-bas. Ils se rendent sur B4. Le DM peut déjà, à l'avance, lancer ses dés pour générer aléatoirement ce qui se trouve sur B4. Et là, OK, il y a un centre commercial. OK, c'est une zone qui est quand même assez irradiée, assez hautement irradiée. On va faire attention. Puis des choses comme ça. Puis, je trouve ça très cool parce que c'est du post-apo. C'est un genre que j'apprécie énormément et que j'ai pas tant vu de ça, que j'ai pas tant joué en jeu de rôle. De deux, c'est le système que j'ai découvert qui s'appelle le Mutant, c'est le Mutant Year System ou Year Zero System, en tout cas, bref. Le nom du système est dérivé du nom du jeu. Et c'est un peu le système par défaut qu'ils prennent pour tous leurs jeux à partir de là. Tous leurs jeux qui sortent après Mutant Year Zero, qui ont sorti dans leur langue originelle et en anglais, fonctionnent avec ce système-là jusqu'à une certaine partie, dans le sens qu'il va y avoir certaines modifications qui vont être faites sur le jeu, sur le système selon on va dire, les thématiques abordées par le jeu. Okay. Par exemple, Mutant Year Zero, ça c'est vraiment le jeu de base, le jeu post-apocalyptique que j'adore, que j'aime de tout mon cœur parce que d'un, le système est vraiment le fun, il est pas compliqué, c'est un système qui est relativement simple. Je trouve que c'est... t'as-tu vu le dernier Avenger? Oui. La scène où est-ce que Thanos, il tient son doigt de même, puis il y a genre comme un truc qui balance comme ça, son espèce de couteau, là, il dit « perfectly balanced ». Mais c'est à peu près ça. C'est que je trouve vraiment que ce système-là a une très belle balance côté narration et côté on va dire, plus stratégie. Je trouve vraiment que c'est comme mon entre-deux le plus parfait que je pouvais avoir dans un jeu de rôle, là. C'est ça qui me fait vraiment triper parce que dans la création de personnages, il y a un aspect très narratif qui est en lien avec les relations avec les autres joueurs, où est-ce que tu vas te créer des relations avec les autres joueurs,
C'est des choses que j'avais vues dans d'autres jeux de Apocalypse World, par exemple, un jeu qui fonctionnait un peu comme ça. Et tu vas gagner de l'expérience aussi en lien avec ça, tout ça. Fait qu'il y a un aspect très, très narratif en ça, mais en même temps, le système de jeu, je vais te l'expliquer grosso modo, c'est du D6. Ce n'est que du D6. OK. Sauf que tu vas avoir plusieurs sets de D6, dans le fond. Comment est-ce que ça fonctionne habituellement? On va dire le jeu par défaut, c'est que tu as tout le temps 3 sets de D6 de couleurs différentes. Souvent, ils vont dire prenez 3 sets de D6 chez vous de couleurs différentes, un vert, un jaune, puis un bleu. Et dans le fond, tu vas associer un de tes pools de D6 à un attribut, comme par exemple la force. Un autre pool de D6 va être associé à tes skills, qui va être par exemple le corps à corps. Et le dernier pool, le D6, va être attribué à tes objets, comme par exemple un bat de baseball. Fait qu'admettons que tu décides de vouloir taper sur quelqu'un qui a un bat de baseball, ben, tu vas prendre exemple, tu as 3 de force, par exemple, tu vas prendre 3 dés de cette couleur-là, tu as 2 en corps à corps, tu vas prendre 2 dés de cette couleur-là, et ton bat de baseball te donne plus 1, par exemple, si tu l'utilises. Fait que tu vas prendre 1 dé de cette couleur-là, tu prends ton set de dés, dans ton pool de dés que tu as créé au complet dans tes mains, tu brasses, tu lances, et si tu as un 6 sur ton set de dés au complet que tu as lancé, c'est une réussite. OK. C'est une réussite. Ce qui est intéressant, c'est que ce jeu-là ne va pas te pousser, tu ne vas pas lancer des dés à outrance, dans le sens que si tu ne réussis pas ton action, c'est un peu comme si tu avais... on va dire que tu utilisais les règles optionnelles à Donjon Dragon, comme quoi un fumble, il se passe quelque chose de terrible. Là. Tu pognes un 1 sur ton D20, il se passe quelque chose de terrible. Fait que si tu n'as pas ton action, si tu n'as pas un 6 dans ton pool de dés, il se passe de quoi de négatif? Il ne se passe jamais rien. Il va se passer quelque chose. Okay. C'est à la discrétion du DM. Exactement, à la discrétion du DM. Fait que le DM, puis ça aussi, j'aime ça que ça soit comme à la discrétion de. Tu sais, c'est pas spécifique. Tu vois, mais t'as pas eu de D6, donc selon la statistique que tu as utilisée. Faire une jambe. Oui, exactement. Fait que c'est vraiment selon la discrétion du DM, selon la situation. Fait que, tu sais, c'est assez interprétable pour le DM. Ça, je trouve ça. C'est merveilleux. Et puis là, dans le fond, si tu as lancé ton pool de dés, tu n'as pas de 6, ton action est échouée, il se passe quelque chose. Si tu as un 6, ton action est réussie, cool. Là, l'affaire, c'est que ce système-là de jeu, il y a un concept de push-ta-luck. Dans le sens que... Si tu réussis trop de fois... Non. Non, OK. Dans le sens que si tu n'as pas de 6, OK. puis tu as échoué, tu peux décider de reprendre tes dés, puis de relancer. Tous tes dés. OK. Puis les relancer. Et il y aura une conséquence. Il y a une conséquence, dans le fond, si tu as des 1, en fait, sur tes dés. Ah, OK. Si tu as des 1 sur la forme, à partir du moment où tu relances, il va y avoir des choses négatives qui vont arriver. Dans le fond, tu vas probablement soit péter ton bat de baseball si tu as eu un 1 sur le dé qui t'était donné par ton bat de baseball. Ça se peut que tu te blesses, ça se peut qu'il se passe des choses. Bref, il se passe des choses négatives si tu décides de relancer ton pool de dés puis tu as des 1. Même si tu réussis ton action, il va se passer quelque chose de négatif nécessairement. C'est comme si tu te fatiguais. C'est comme si tu te poussais à bout à faire ton action. Et ben, il se passe de quoi, tu es fatigué ou peu importe, là, tu vas perdre soit de l'énergie ou des choses comme ça. Et dans le fond, ce qui est cool, c'est qu'à mettons que tu lances tes dés et tu n'as pas de 6, puis là, tu as échoué ton action, puis tu es comme ah, fuck, qu'est-ce que je fais? Puis là, tu peux comme calculer tes chances de faire si j'en lance toutes mes dés. Il y a une espèce de petit. Quand tu achètes le livre de base, l'exemple de Mutant Year Zero, il y a un petit graphique qui vient avec, où est-ce qui explique un peu, dans le fond, ton pourcentage de chance de réussite selon ton nombre de dés que tu lances. Et le pourcentage de chance de réussite si tu décides de pusher après. C'est quoi le pourcentage que tu n'ailles pas de 6, exemple, 2 fois de suite avec ton pool de dés que tu lances? Juste pour te mettre plus de pression si tu décides de relancer. Oui, exactement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et l'affaire, c'est que, mettons que tu lances, puis tu n'as pas de 6, mais tu as des 1. Ton point, le premier jet que tu fais, tu n'as pas de 6, mais tu as des 1. Puis là, tu te dis, je voudrais que je relance pour avoir un 6, pour réussir mon action. Tu peux quand même, sauf que tu ne peux pas relancer tes 1 qui sont déjà là. Tu comprends? Oui. Dans le fond, tu as tout le temps comme un... C'est sûr qu'il va se passer quelque chose de négatif. Et oui, comme d'autres jeux, il y a un concept qui, si on veut, on va dire d'explosion, dans le sens que si tu pognes plusieurs 6, il y a des effets de débordement qui se font, comme par exemple plus de dégâts ou tu décides de casser l'arme de ton adversaire ou des choses comme ça selon le skill que tu utilises. Juste ça, moi, je suis en amour avec ça. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Vrai, parce que est-ce que c'est un système qu'ils ont appliqué à d'autres choses que Mutant Year Zero? C'est leur système qu'ils ont appliqué à tous leurs jeux. OK.
mais adapté un petit peu différemment selon, on va dire, le type de jeu. Parce que Mutant Year Zero, c'est un jeu qui est beaucoup sur la survie, c'est un jeu qui est beaucoup sur l'utilisation de ressources, c'est difficile au quotidien, fait que c'est rough. Ils ont des jeux que c'est moins rough si tu pushes ta luck. Tout leur autre jeu, que j'aime tout d'amour et conditionnel, pour de vrai, là, tous leurs jeux, je tripe bien gros sur ce qu'ils font, fonctionnent avec ce système-là, comme par exemple, rapidement, là, il y a Tales from the Loop qui ont sorti il y a quelques années. Il y a une série sur Amazon de ça. J'ai découvert ça. OK. Dans le fond, c'est littéralement du Stranger Things, mais dans le nord suédois, avec des machines puis des dinosaures. En tout cas, bref, il se passe de quoi dans les années 80 où est-ce que genre il y a comme peut-être des portails qui ont ouvert. En tout cas, bref, c'est comme des jeunes qui essaient de résoudre des mystères, comme dans le nord suédois. Puis ça fonctionne aussi avec ce système-là, le système de D6. Ils ont sorti un autre jeu qui s'appelle Coriolis, qui est aussi très cool, que c'est genre un mélange entre on va dire Star Wars, puis genre les contes des milieux de nuit. C'est genre c'est comme de la science-fiction arabique, dans le sens que genre c'est très milieu de nuit, genre Aladdin, mais dans l'espace. Okay. Puis genre à la Dune, un peu comme le monde de Dune, peut-être? Oui, exactement, un peu comme Dune. OK. Et c'est très, très cool, ça aussi. Et mon gros coup de cœur de ce système-là, que j'avais pas eu depuis, de cette compagnie-là, que j'avais pas eu depuis des années, parce que je pense que, outre tous leurs jeux qui ont sorti, Mutant Year Zero, c'était de loin mon préféré. Ils ont sorti l'année passée. Et pour vrai, ça, j'aime tellement ce jeu-là. Là. Et présentement, il est en nomination au Ennies. C'est le jeu de rôle d'Alien. OK. Les jeux de rôle d'Alien, officiellement, ils ont un partenariat avec la 20th Century Fox. C'est le jeu de rôle officiel distribué. C'est eux qui le font. C'est Free Ligan qui le fait. Ça doit être malade. C'est complètement zinzin. Ce jeu-là, de et de toute beauté. Ce jeu-là est beau à s'en crever les yeux. Les dessins sont vraiment cool. Tout est un peu gritty, sombre. C'est des belles pages lustrées. Puis c'est des courts scénarios très cinématiques et qui fonctionnent avec ce système-là, encore une fois, de push ta lock. Sauf que là, c'est ça. C'est cool, là. Ils ont adapté le système de push ta lock dans ce jeu-là. Au lieu de, on va dire, au lieu de pusher ta lock au point de devoir, exemple, briser des objets ou des choses comme ça, eux autres, c'est pas ça. Parce que dans Alien, c'est pas du post-apo. Tes objets sont pas fragiles. T'as pas un bat de baseball qui va casser après un coup que tu vas donner. Eux, ils jouent, dans le fond, sur le stress et la panique. Fait, dans le fond, plus tu joues, plus tu échoues des jets, plus ton stress va monter. Mais là, on a des influences Call of Cthulhu, peut-être un peu, justement. Oui, mais l'affaire, c'est que je trouve ça meilleur encore que Call of Cthulhu. Je t'expliquerai en termes d'application de stress et de panique, parce que dans le contexte d'Alien, je trouve que c'est très, très fidèle à l'univers d'Alien. C'est qu'ils vont beaucoup jouer sur le fait que le stress, la panique, va te donner de l'adrénaline, va te faire agir de manière plus efficacement, en quelque sorte. Fait que plus tu as du stress, plus tu es en panique, plus tu lances de dés. Mais plus tu as des 1, plus tu as des... dans le fond, à chaque fois que tu pognes des 1, il faut comme que tu lances sur une table, ce qu'on appelle la table de panique, on va dire de crise de panique en quelque sorte. Fait que plus tu as des 1, plus tu vas lancer sur cette table-là, puis plus tu vas avoir des réactions qui vont être en dehors de ce que ton personnage ferait normalement. Comme par exemple, il va se mettre en petite boule dans un coin, puis il va se mettre à pleurer parce qu'il n'est plus capable de rien faire. Mais tant que tu échoues pas des jets, ben tant que tu n'échoues pas des jets, plus tu es optimal, puis plus tu es efficace dans ce que tu fais, parce que tu es comme l'adrénaline dans le fond, tu es comme, OK, guys, on avance, nanana. Mais dès que tu échoues un jet, c'est sûr et certain que ça va comme vraiment, vraiment mal virer. Tu vas faire une crise d'anxiété, tu vas te mettre à tirer sur tes alliés, ou peu importe. Bref, ils ont vraiment adapté ce système-là de la plus belle manière qui soit. Ce jeu-là, le jeu de rôle d'Alien est complètement, là, je te jure, et là, il y a comme... Une ambulance qui passe. Non, mais c'est pas une ambulance, c'est une voiture de police. C'est comme une course-poursuite. C'est vraiment spécial. Qu'est-ce qui se passe à Québec, là? Je sais pas. C'est GTA San Andreas. Mais ça pour dire que le jeu de rôle d'Alien, pour vrai, là, si vous avez eu l'occasion d'essayer ça, il y a un starter kit présentement qui est en précommande sur leur compagnie. On mettra le lien. De vrai, là, c'est hallucinant. Moi, j'ai acheté sur Drive-Thru RPG, c'est un scénario qui s'appelle Chariot, dans le fond, les chariots de Dieu, qui se fait comme en peut-être 2-3 sessions au maximum. Là. C'est un court scénario d'introduction pour faire justement vivre l'expérience alien des joueurs.
Et c'est vraiment, vraiment très cool. Comment est-ce qu'ils ont divisé ça? Comment est-ce que les plans de vaisseau, vraiment dans l'esprit d'Alien, l'espèce de verre un peu comme années 70, un peu dégueulasse, là, où c'était un peu gris-chou. Et, euh, et là, beaucoup de gens, je te vois que, puis là, on dirait que on dirait que je passe ce jeu-là, je pourrais en parler pendant des heures, là, je vais me calmer un peu. Là. Il y a beaucoup de personnes que j'entendais critiquer en disant Alien, mais ça, on me dit, il n'y a pas tant de stock que ça. Dans le sens que, tu sais, tu vas faire le tour rapidement de ce Jusqu'où qui est l'univers possible. va pouvoir te Oui, jusqu'où pousser. l'univers peut aller pousser. Mais ce qui est vraiment cool, c'est que Frioligan ont vraiment poussé vraiment à fond leur recherche sur l'univers d'Alien et il y a du stock en tabarouette. Dans le sens que, tu sais, c'est pas juste une question de genre te promener dans un vaisseau puis te faire attaquer par un xénomorphe qui sort de quelque part puis qui crache de l'acide d'en face. Là. C'est pas juste ça, c'est dans le sens que c'est la vie, on va dire, très difficile à la hard science fiction où est-ce que tu es un coloniste loin puis tu essaies de survivre à ton quotidien de merde puis que genre ça va pas bien puis il y a toujours des histoires de grosses compagnies, des grosses multinationales comme la Weyland Company qui essaient de comme tout le temps étendre leurs tentacules ici et là pour pouvoir contrôler des secteurs de la galaxie, des choses comme ça. Bref, Il ils y a ont des vraiment... portes qui s'ouvrent aussi avec pas juste la série Alien, mais aussi, le nom m'échappe, le film qui est sorti qui semble raconter la genèse de. Prometheus? Ouais, Prometheus, Ben, exactement. oui, absolument. Dans le sens Fait- qu'ils ont tout ce qui est la franchise Alien au complet, que ce soit Prometheus, les 4, non, ils n'ont pas mis le 4, là, le 4 de truc Genet, là, ils l'ont pas mis là, parce que ça n'a pas rapport. Le 1 à 3 Prometheus, puis je pense même qu'ils doivent parler peut-être d'Alien Covenant quelque part, là, mais en tout cas, bref, tout ça pour dire que oui, ils ont vraiment. Alien versus Predator, non? Non, il n'y a pas de prédateur, mais pour de vrai, ça ne me surprendrait pas un moment donné que ça pop là, pour de vrai. J'espère que non. Je pense que ça serait un petit peu anticlimatique, là. Mais ils ont vraiment poussé leur recherche très loin. Fait qu'il y a vraiment d'autres choses que juste le classique. On est dans un vaisseau, puis tout tombe en morceaux, puis il y a un alien qui nous court après. Puis, fait que c'est ça. Ça, pour de vrai, de Free Alligan, je trouve que c'est un des leurs plus beaux jeux qui ont sorti. Puis là, vois-tu, présentement, je voulais juste être sûr que je n'oublie pas de choses à dire. Là, je suis sur leur site Internet. Ils ont sorti, en tout cas, ils ont plein d'autres jeux qui fonctionnent avec ce système-là, de différents, on va dire, types, que ce soit du fantasy. Ils ont sorti un truc qui s'appelle Forbidden Lands, qui est très tourné vers le très old school RPG, là, quasiment Donjon Dragon-esque, mais avec une petite twist intéressante. Ils ont justement leur jeu de rôle Alien, donc Tales from the Loop. Mutant Year Zero, il y a comme plusieurs variantes du jeu de base que tu peux t'acheter indépendamment, mais que si tu mets ensemble, ça fait comme un plus gros jeu, ce qui est vraiment très cool. Parce que dans le jeu de base de Mutant Year Zero, c'est que tu joues les gens au quotidien dans la merde, puis ça va pas bien, mais tu pourrais t'acheter un autre jeu qui s'appelle Mutant Exilium, qui est un jeu en soi complet, où est-ce que tu joues dans le fond un peu l'équivalent dans les vaults de Fallout, dans le sens que tu joues des personnes qui sont enfermées dans des vaults sous terre. Mais ces deux jeux-là sont compatibles ensemble dans le sens que ça se passe dans le même univers. Il y a comme l'autre jeu qui exactement. rouvre. Puis, c'est un peu comme les jeux de White Wolf, de Vampire, de Masquerade, puis tout ça. C'est des univers différents, mais qui peuvent s'entrecouper. C'est un peu la même chose. Et bref, c'est sûr. Il y a plein d'affaires. Il y a du stock. Mais donc, on peut trouver ça sur leur site Internet, sur DriveThruRPG. Sur DriveThruRPG, à l'imaginaire, ils ont beaucoup de ça aussi. Pour de vrai, leur livre, ce qui est le fun, c'est que ça l'a bien pogné à un point où est-ce que je trouve que malheureusement, je trouve qu'il n'y a pas assez de pub de ça. Pour de vrai, j'entends vraiment dans la communauté francophone, j'entends pas beaucoup parler parce qu'il n'y a pas vraiment de traduction de leur jeu pour l'instant. Mais c'est disponible. Tu sais, voyons, c'était qui? C'était les éditions Sans Détour qui devaient s'occuper de la traduction francophone. Du jeu de base de Mutant Year Zero, sauf que comme présentement l'édition Sans Détour, c'est probablement on va dire la compagnie de jeux de rôle qui est en train de le plus couler en soi, puis ils ont perdu la licence de Call of Duty, en tout cas plein d'affaires qui font en sorte qu'ils ne sortiront pas le jeu finalement. Fait que, tu sais, présentement le jeu existe seulement en anglais, sauf que pour de vrai, puis je vais le dire, je suis pas le meilleur gars pour lire en anglais, je lis quand même bien, en fait, je lis correctement bien. Mutant Year Zero, c'est le premier livre de jeu de rôle que j'ai lu en anglais et je l'ai déclenché comme ça. Parce que je crois que les auteurs à la base ne sont pas des anglophones. Ce qui fait en sorte que je trouve que leur anglais est très accessible. C'est straight to the point. Là. Ça va vraiment comme OK, ça, faites ça. Puis genre, pour de vrai, moi, je l'ai lu puis ça se lisait super bien. Super. Ben écoute, on va mettre les liens vers toutes ces
plateforme-là. Merci, Pierre-Philippe, pour cette première entrée en matière, pour avoir discuté avec nous de ta passion, de tes projets, puis aussi de ce merveilleux système que j'espère que les gens vont l'essayer. Essayez ça avec tous vos amis en ligne, préférablement, de ce temps-ci. Mais essayez des jeux de rôle, essayez-en différents. Si vous avez vous-même des suggestions sur des systèmes de jeux de rôle que vous aimez particulièrement, puis que vous voulez qu'on explore, ça va nous faire plaisir. Écrivez dans les commentaires, dites-nous ça, on lit tous vos commentaires, on lit tous vos messages, on essaie de répondre le plus rapidement possible. On est sur Twitter, Facebook, Instagram. On a une plateforme Patreon aussi si vous êtes intéressé. On est sur YouTube maintenant avec notre podcast, puis on va concevoir de plus en plus des nouvelles vidéos explicatives sur certains produits. D'ailleurs, on vient de recevoir Mythic Odysseys of Theros, le module. Donc, on va probablement en parler dans le prochain épisode du podcast. Je prépare peut-être une vidéo consacrée uniquement au produit, justement, pour vous en parler un peu plus en longueur. Merci Pierre-Philippe. Hey, mais merci à toi, Francis. Merci à vous. J'espère que ça a été correct, parce que pour de vrai, j'ai l'impression que je vomissais tout mon stock tellement j'en parlais avec enthousiasme. Vomis plus souvent. Vomis plus souvent. Écoute, je vais stop. Mais merci beaucoup à vous d'avoir été à l'écoute. Merci pour vos bons commentaires. Merci d'être là à chaque fois. On veut être là plus souvent. On s'excuse si ça a été long pour celle-là, mais on va s'en remettre ça à traîne. Merci beaucoup. Passez les meilleures parties du monde avec vos amis, avec les gens que vous aimez. Faites attention à vous. À la prochaine. Mettez des masques. Ouais, mettez des masques.